Bienvenue à tous et à toutes, messieurs, dames, personnes non binaires, pour cette table ronde participative sur le sujet. Alors attention, j'ai mis plein de mots intello, hein. Décor, level design et exploration en jeu de rôle. Quelle topographie pour le théâtre de l'esprit? Comment appréhender l'espace dans le jeu et la narration? Ou plus, pour le dire plus rapidement, on va parler de l'espace et du décor en jeu de rôle et en GN. Donc, petite introduction pour vous rappeler les enjeux. En jeu de rôle comme en GN, on discute souvent de l'interprétation des personnages et des figurants et donc de l'interaction avec ceux. Mais qu'en est-il des décors? Aussi inanimées soient-elles, les toiles de fond de nos aventures méritent bien un débat. Dans vos sessions, les environnements sont-ils de simples papier peint ou pour ainsi dire des personnages à part entière? Quels enjeux voyez-vous dans le traitement des décors et des paysages? Comment les décrire pour qu'ils soient vivants dans l'esprit de la table? Comment interagir avec le décor? Récits de voyage, fouilles de ruines mystérieuses, marchés enfiévrés, black box ou panic rooms. Quels sont vos environnements fétiches? Comment les intégrez-vous dans le gameplay et dans l'expérience de jeu? Ceci est un débat participatif. Donc en fait, l'idée c'est que chaque personne aura un premier tour de parole. Elle pourra parler jusqu'à 10 minutes. L'idée c'est qu'on l'interrompe pas ou vraiment le moins possible, hein. Donc elle déroule son idée. Euh, et ensuite on fera une petite synthèse intermédiaire. On fera une pause parce que nous le méritons bien. Et ensuite on fera un deuxième tour de parole avec des échanges voilà, plus libres, plus libérés. Et bien voilà, vous avez 2 heures à vos copies. Moi, c'est Alban, ou Ténébos sur la scène rôliste. Je suis créateur de jeux, théoricien dans le domaine du jeu de rôle, et rédacteur pour Des Mille et des Cents, rédacteur d'articles. Donc, la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est sur l'introduction. À savoir, on a pu voir déjà dans l'introduction du sujet de cette table ronde que les mots décor et environnement étaient utilisés de manière un peu équivalente en fait, qu'on pouvait utiliser l'un ou l'autre visiblement sans que ça pose trop de problèmes. Or, le décor, il a quand même une valeur ajoutée qui est celle d'un arrière-plan, de quelque chose qui paraît moins important que le reste, qui paraît seulement, en fin de compte, secondaire. On parle d'arrière-plan par exemple. Et si cette réflexion, elle m'est venue en réfléchissant au sujet, et en particulier en réfléchissant au terme de narration environnementale, euh, qui est un terme qui, justement, on parle dans la narration environnementale, on ne parle pas du décor, du décorum qui vient du théâtre et qui, du coup, est juste censé être un artefact, un accessoire sur la scène. Non, dans la narration environnementale, on va chercher à réfléchir à comment l'environnement raconte une histoire, raconte des éléments sur le monde. Et en cela, on passe d'un décor qui a peut-être un rôle plus passif à quelque chose qui a quelque chose, enfin, à un environnement qui a quelque chose à dire. Alors la narration environnementale, elle a une petite histoire un peu marrante, c'est-à-dire qu'elle vient des parcs d'attractions et plus précisément de Disneyland. Donc j'ai fait une petite recherche pour trouver ça. Ça vient de Don Carson qui a d'abord écrit un article qui a fait beaucoup de bruit dans le domaine du game design, vidéoludique en particulier. L'article s'appelait Environmental Storytelling, Creating Immersive 3D World Using Lessons Learned from the Theme Park Industry. Donc en fait, ça vient des parcs d'attractions à l'origine, et ça, c'est une idée qui a trouvé un écho, qui a été reprise un petit peu après lors d'une conférence GDC Vault, lors de la session What Happened Here? Environmental Storytelling par Harvey Smith et Matisse Walsh. Donc le premier article date de mars 2000, j'ai pas noté la date de la conférence qui a suivi, mais c'est à ce moment-là qu'on définit la narration environnementale comme un staying player space with environmental properties that can be interpreted as a meaningful whole, furthering the narrative of the game. Donc, staging, pardon, player space. Donc, comment organiser un espace où peut évoluer le joueur
avec des propriétés environnementales telles qu'elles puissent être interprétées comme un ensemble qui ait du sens, nourrissant l'histoire dans le jeu. Et donc c'est une réflexion qui est vraiment récente, puisqu'elle date des années 2000, hein. C'est une réflexion qui est passée d'abord par le domaine du jeu vidéo, mais en même temps on sait à quel point le jeu de rôle et le jeu vidéo communiquent ensemble et se nourrissent mutuellement. Et c'est une idée qui vient des parcs d'attractions, avec notamment les 10 commandements de Mickey. Je les ai pas tous en tête, mais il y en a un en particulier. Chaque attraction doit n'avoir qu'une seule idée. L'idée qu'on ne doit pas surcharger le spectateur, le visiteur, ou le joueur en l'occurrence, avec des informations qui viennent de l'environnement. Euh, il y a un certain nombre de règles qui ont été définies dans l'environmental storytelling, et ça me semble une bonne piste à creuser justement pour voir l'intérêt du décor et comment faire pour que le décor soit plus qu'un décor justement. Alors bonjour, je m'appelle Mélisande. J'ai connu principalement sous le nom de Kinella sur les réseaux rôlistes. Je suis rédactrice et fondatrice d'ailleurs de Des Mille et des Cents, organisatrice de concours de jeux de rôle et bien évidemment lanceuse de projets jeux de rôle à tout va dès qu'il y a quelque chose qui pique ma curiosité. Et c'est donc pour ça que je lance des tables rondes avec Thomas, que je le force à venir pour venir nous expliquer un petit peu plus la théorie et la vision qu'on peut avoir sur des sujets aussi intéressants et diversifiés que le décor et l'environnement. Alors, je ne suis pas théorique, donc de facto, mon témoignage se basera sur des choses que j'ai pu effectivement vivre, et je vais donc rebondir directement sur ce que disait Alban, sur le fait de ne pas surcharger le joueur. Effectivement, quand on prend une page blanche, le fait de dessiner un rond ne veut rien dire, mais si vous mettez 2 triangles dessus, vous verrez un chat. Si vous mettez une maison, voilà. L'aspect visuel est ultra important, puisque de toute manière, par exemple, du jeu de rôle sur table, l'imagination va se baser sur la façon de la personne, que la personne a du moins à se représenter une situation, une époque peut-être, tout simplement. Et le fait par exemple d'avoir un environnement avec un certain nombre d'objets de cette époque qui pourraient l'aider, vont l'aider à se projeter justement dans cette imagination et dans cet environnement qui va permettre à l'histoire de se développer. En termes de GN, il y avait par exemple une fameuse société qui s'appelle la Société de la Rose dans l'Essonne, qui fait une fois par mois des GN sur Vampire la Mascarade, et dont j'ai eu l'occasion de jouer la goule. Parce que bien évidemment, j'étais une personne annexe qui était venue se greffer. J'avais proposé de remplacer une personne, et il y avait eu beaucoup de monde. Et j'avais eu l'avantage de pouvoir observer tout l'environnement de ma petite taverne, où moi, en tant que goule, je servais les humbles vampires, qui avaient un décor qui était très sympathique. Il n'y avait pas des murs blancs, il y avait des murs noirs, il y avait des vieilleries, des antiquités, des choses qui vraiment faisaient penser à l'environnement de Vampire la Mascarade tel qu'il m'avait été raconté, tel que j'en avais lu quelques brèves passages dans un livre de jeu de rôle. Et j'avais moi-même l'impression de ne plus être à l'époque de 2017 ou 2018, il me semble. J'avais l'impression d'être dans les années 1800. Et c'était merveilleux. On pourrait dire que le temps s'était arrêté et qu'on a été projeté directement dans une autre dimension. Donc c'est un sentiment qui est très réel et en même temps très surréel, mais qui permet à l'imagination de se libérer d'une surcharge de pensée par rapport à ce qu'on veut imaginer pour se projeter, et dans ce cas-là de se projeter plus facilement dans l'interprétation de son personnage. Bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec les 10 commandements de Mickey. Sur une partie de Rêve de Dragon, avoir une demi-heure sur la météo ne m'intéresse absolument pas. C'est une chose que, par exemple, certains MJ ont tendance à faire quand il n'y a pas d'ancrage avec un objet ou avec un décor ou un environnement, c'est de décrire eux-mêmes l'environnement et d'en faire trop, et donc de perdre le fil de l'action, donc du coup de perdre l'interprétation du personnage et cette histoire qui se construit au fil de la narration entre les joueurs. Cette pause qui est peut-être parfois trop longue et trop compliquée. Parce que je vais retranscrire ce que tu dis de ma manière. Donc moi c'est Jean-Paul, bonjour. C'était d'interpréter ce que tu disais. Donc effectivement, si tu es dans un grandeur nature où il y a déjà une pièce, on a eu le cas au Chimériade, où effectivement il y avait une pièce dans le château qui était magnifique, et déjà tu rentrais dans la pièce, tu changeais d'ambiance. Donc effectivement, quand tu es dans du GN où les gens sont déguisés, il y a un pitch et il y a un décor, des objets, tu rentres, tu changes de dimension et tu rentres dans une autre aventure.
quand tu es sur une table dans un milieu urbain et il n'y a pas de décor, effectivement, le DM peut passer du temps à décrire donc le background, l'histoire. Il y a plein de sujets, il y a plein de niveaux, soit effectivement la période historique, soit effectivement le contexte géographique. Et donc ça peut être du temps un peu perdu, mais qui est nécessaire. Et je rebondirai là-dessus, je terminerai là-dessus, c'est qu'effectivement, moi comment dire, non pas formé, mais j'ai essayé d'initier mes enfants, mes ados au jeu de rôle. Et c'est vrai que j'ai passé du temps, par exemple, à chercher des pistes musicales, parce que je trouve que la dimension sonore est très importante, surtout quand dans l'espace tu n'as pas pu faire de déco, en baissant la lumière et en mettant une image, en mettant du son, tu influences déjà les émotions et c'est très immersif. Voilà, voilà, c'était juste mon petit rebond sur ton texte. Voilà. Donc j'ai rien d'autre particulier à dire, si ce n'est que moi alors j'avais pas particulièrement travaillé, mais effectivement il y a un sujet qui m'intéressait, c'est dans le décor. Je vais faire juste une petite allégorie sur la partie littéraire, c'est-à-dire que le décor dans des romans, souvent peut être conçu comme un personnage. Je ne sais pas si le cher collègue Marc me parlait de TDE. Je ne sais pas si l'histoire, oui, je sais pas si l'histoire est facilement retranscrite. On peut facilement la retranscrire en termes d'ambiance. Par exemple, je faisais un parallèle avec les descriptions géographiques, avec les romans de Julien Gracq et Tolkien. Par exemple, je suis en train de lire Le Château d'Argol, et Tolkien et Julien Gracq a été un des premiers auteurs français à dire Tolkien, c'est un très bon romancier. Il n'est pas connu en France. Il faudrait le lire. Parce que Julien Gracq avait une perception des décors dans ses romans. Il fait des longues descriptions. Il était géographe de formation, voire géologue. Et vraiment, le décor est un personnage. Quand on décrit dans Le Château d'Argol la Bretagne, il y a une ambiance, alors pas complètement gothique, mais il y a une ambiance qui arrive de par la description des massifs, de la forêt, de la mer. Et c'est déjà un personnage qui permet vraiment de camper un décor et vraiment d'être hyper immersif. Et après, dans ce roman-là spécifique de Julien Gracq, on voit que ça déteint sur les personnages. Il y a 3 personnages, c'est un roman assez sobre qui se passe dans un château. Et on voit comment le décor déjà va amener une ambiance et va déteindre sur la psyché de ces personnages du roman. Il y a 2 femmes et un homme. Et donc, je fais un parallèle avec le jeu de rôle parce que je pense qu'effectivement, la description, que ce soit dans un livre, dans un supplément, la description géographique, voire la description littéraire, c'est-à-dire de qualité, avec des mots. Et c'est pour ça que le français, c'est ce que disait Thomas, que j'appréciais dans Milvaux, c'était la qualité française. Souvent, dans les jeux de rôle, on a beaucoup d'anglicisme, il y a beaucoup d'influence anglaise, américaine. Et je trouve que dans le jeu de rôle français, il faudrait vraiment remettre un éclairage sur la langue, parce que la langue décrit, la langue crée des émotions, crée des atmosphères, des climats. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Marc, on me connaît aussi sous le pseudo de Myriadoc parfois. Je suis un petit peu embarrassé parce que je suis assez d'accord avec ce qui avait été dit et parfois pas trop, mais je pense qu'en fait en réalité les choses dépendent beaucoup des besoins et des moments. Et je pense qu'on découvre de temps à autre ce dont on a besoin au fil de l'eau. C'est assez amusant d'ailleurs que tu évoques la question du décor comme personnage, parce qu'effectivement c'est ce qui me venait comme réflexion pendant qu'on était en train de discuter. Et je pense même que parfois les personnages peuvent être du décor. Typiquement dans une ambiance de taverne, etc. Il y a beaucoup de PNJ qui sont juste là et décrits comme faisant partie du décor. Et je pense qu'il y a un jeu qui peut se créer entre les deux concrètement. Le décor, je pense qu'il a une importance parce qu'il y a une phase, un élément qui est important, c'est que au fur et à mesure, ça je pense qu'on se rend compte beaucoup quand on est amené à être MJ, l'espace de narration n'est pas toujours aussi partagé qu'on l'aimerait. Et on a besoin d'espaces de narration qui soient partagés pour pouvoir échanger, interagir ensemble et arriver à projeter les actions de nos personnages, de nos PNJ, et ainsi de suite. Mais on a aussi besoin de ne pas avoir à passer des heures à décrire chaque livre, chaque emplacement, chaque lieu, parce que sinon, en fait, on ne fait jamais rien. Et ça, c'est un équilibre qui se construit au fur et à mesure. Et je pense qu'il dépend aussi beaucoup des tables, en fait. D'une part, de quel point les gens se connaissent, à quel point ils arrivent à se représenter ce que l'autre essaye justement de leur fournir, justement, comme élément de jeu. Et par ailleurs, je pense qu'il dépend aussi énormément des références communes et partagées qui existent déjà. Et ça, c'est une question vraiment culturelle, je pense, et qui dépend énormément de
mais qui on est, d'où on vient, les milieux qu'on a fréquentés, de nouveaux rôlistes, par exemple, si on leur parle de nains ou ainsi de suite, bah, grâce à Tolkien, peut-être qu'ils peuvent se le représenter s'ils ont vu des films, mais sinon ils n'ont pas forcément du tout les mêmes référents. Et sur leurs références, c'est, je sais pas moi, la mythologie nordique, par exemple, ils n'auront pas forcément du tout la même image du nain. S'imaginer en train de boire braillard et batailleur, ça risque de les étonner énormément. Donc je pense qu'il y a une part de construction qui se fait au fur et à mesure et qui s'élabore, et d'ailleurs que le décor n'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin de le donner d'une part, mais qu'il peut se construire au fur et à mesure. D'ailleurs, autour des tables, on voit que souvent, parfois, les joueurs qui, alors souvent plus dans des scènes d'action, mais pas forcément que, sont amenés à poser des questions. Est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela, ou même certains jeux qui offrent la possibilité d'amener des éléments de décor, ce qui est assez intéressant justement pour pouvoir construire l'histoire ensemble. Euh, un des avantages du décor, je trouve, c'est que même quand c'est un décor, juste une toile de fond, je trouve qu'il pose énormément le cadre d'action. S'imaginer en montagne ou dans une taverne, c'est pas du tout la même chose. Dans un cas, on se projette avec des contraintes de froid, la question de est-ce qu'on arrive à respirer, la question d'effort, et ainsi de suite. Ce qu'on n'a pas du tout dans une ambiance de taverne, où la question va se poser en fonction de la tension dans l'histoire. Admettons que les joueurs sont en pleine fuite. Dans une taverne, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je vais pouvoir fuir alors que je suis bloqué entre plusieurs murs. En montagne, on s'imagine, on se projette, quand bien même c'est juste un décor, avec beaucoup plus de possibilités de fuir, même si parfois c'est pas évident. On a un espace qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Donc je trouve que même quand ça reste juste un mot, deux mots ou trois mots, dans la toile de fond, ça nourrit quand même beaucoup les projections que toutes les joueurs et joueuses se font autour de la table. Et qu'à ce titre-là, effectivement, parfois il n'y a pas besoin de décrire énormément dans l'immédiat pour pouvoir poser un élément. Euh, Par rapport à ce qui a été dit également, je trouve que il y a des jeux, il y a des ambiances dans lesquelles on a besoin de poser le décor et ça compte aussi dans l'ambiance de jeu. On le trouve avec Prosopopée par exemple, où on peut décrire des ambiances par exemple zen, des ambiances calmes et ainsi de suite. Ce qui va jouer sur la vitesse de narration, sur les échanges, les interactions entre les joueurs. Alors que dans d'autres, au contraire, on va pouvoir vouloir les surcharger. Beaucoup par exemple dans les scènes de course-poursuite ou ainsi de suite, où on va s'amuser à donner trop d'informations et parfois à bloquer des informations intéressantes dans l'ensemble, justement de manière à noyer les joueurs sous les informations et à les faire perdre pied. Un dernier élément deux derniers éléments que je vois peut-être intéressants à verser au pot commun. Le premier, c'est sur l'intérêt parfois de manquer de précision et de jouer sur les projections des joueurs. Je trouve que Cthulhu, en tout cas Lovecraft, joue énormément dessus. En disant des choses indescriptibles, on essaye tous et toutes de s'imaginer des choses indescriptibles et on a du mal et pourtant on se représente des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, extrêmement intéressant et qui peut jouer justement dans la narration, que ce soit vis-à-vis des décors ou pas, hein, mais qui peut jouer dans la représentation de l'espace. Le deuxième, c'est sur la question du décor, c'est le fait de pouvoir jouer entre les représentations que les personnes ont du décor et le décor lui-même. Je m'explique, dans une partie de l'Oltré, on s'est extrêmement amusé parce que on avait défini au moment de la narration, au moment des rumeurs, que au printemps, certaines fleurs pouvaient avoir un parfum hallucinogène. Et donc entre ce que voyaient les joueurs et ce qui était réellement le décor par ailleurs, il y avait un décalage énorme qui faisait que justement, ne serait-ce que mettre un pied devant l'autre n'était pas forcément aussi évident, parce qu'il pouvait y avoir un fossé là où les gens pouvaient voir un passage à gué, une rivière ou ainsi de suite. Et on peut jouer justement entre la représentation qu'on a du décor et le décor tel qu'il est. Il me semble que, et c'est réellement la dernière chose que j'ai ajoutée pour l'instant, que le décor il se pense aussi par rapport au temps. Le fait qu'il puisse pleuvoir, le fait qu'on soit pressé, le fait qu'il fasse nuit, etc., apporte à l'ambiance et fait que un même décor, en tout cas un même milieu, etc., va pas forcément du tout interagir de la même manière avec les personnages. Bien, moi je m'appelle donc Wilfried et je rejoins un petit peu Mélisande, à savoir que je n'ai pas un parcours de rôliste par mes créations ou mon parcours universitaire, mais en revanche, je suis, comme beaucoup d'entre nous, passionné de monde imaginaire. Et puis, voilà, j'aime surtout jouer. Et c'est en cela peut-être que je vais pouvoir avoir des pistes sur notre sujet qui est assez inspirant.
Pour rebondir sur ce que tu évoquais, Alban, en disant que finalement le décor c'était l'arrière-plan et qu'on pouvait imaginer qu'il était secondaire, moi immédiatement lorsque vous m'avez présenté le thème, j'ai pensé à un jeu, Tales from the Loop, où en fait, à ma connaissance, c'est le seul jeu, il y en a eu d'autres mais qui n'étaient pas dans le même axe, qui est inspiré d'un univers purement graphique, à savoir les œuvres de Simon Stalenhag, ce peintre suédois, me semble, et qui a un univers très rétro-futuriste. Voilà, ça se passe dans les années 80 avec des éléments robotiques décalés. Et véritablement, ce jeu, qui a d'ailleurs été décliné, enfin, pardon, l'univers graphique a été décliné aussi en série sur Amazon Prime, eh bien, c'est véritablement au cœur du jeu. Je sais qu'il y a d'autres jeux qui sont, alors, des jeux qui sont inspirés d'œuvres, il y en a énormément, mais qui sont inspirés d'une œuvre purement graphique, à ma connaissance. J'en ai pas d'autres. On m'a cité les Métabarons, par exemple, mais ce n'est pas juste le décor, ce sont surtout les personnages aussi dans les Métabarons, la BD. Et donc, je trouve que ce jeu est intéressant à aborder dans notre thématique. Ah, effectivement, d'accord. Alban me parle de Generis également, qui est inspiré d'une BD, c'est ça, ou d'un univers purement graphique? C'est d'abord des illustrations. Les Genesis, c'est d'abord un graphiste. Alors, en fait, l'idée, moi, je pense, c'est de donner des pistes. Après, on pourra rebondir dessus parce que je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, j'ai des questions que je voudrais vous formuler, donc du coup, on peut enchaîner là-dessus. Mais donc voilà, moi, c'est ce qui était immédiatement venu, qui m'était venu à l'esprit d'avoir ce jeu-là. Euh, En fait, quand on parle du décor, pour moi, eh ben, c'est effectivement, vous parliez que c'est presque un personnage de l'histoire, et je le vois particulièrement bien. Après, dans le jeu de rôle, on est bien d'accord, évidemment, que le maître de jeu ne peut pas se permettre de faire de longues énumérations. Et puis, il y a un point qui m'interpelle également, c'est par exemple sur les personnages. Comment faire exister son personnage? Alors, bien sûr, il y a sa personnalité, la façon dont il va interagir, le caractère, mais visuellement, dans un livre, par exemple, l'auteur va régulièrement rappeler des éléments. Les gros sourcils bruns de Pierre, les cheveux ondulés et dorés comme la vie d'une brioche d'Élodie, par exemple. Et bon, c'est un poulet le style. Mais l'idée, c'est de pouvoir ramener des éléments. Or, nous, autour de la table, quand on va jouer à la première personne, on va pas forcément donner des éléments visuels de notre personnage. Et en cela, je voudrais enchaîner sur l'idée d'utiliser des visuels. Quand on est dans le théâtre de l'esprit, est-ce que c'est intéressant? Alors, on l'a vu là avec évidemment la montée des parties virtuelles sur Discord, hein, c'est incroyable le nombre de parties maintenant qui existent, qui est à notre portée. Et donc, ça, c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai envie de vous poser la question parce que est-ce que mettre des visuels, que ce soit les visuels des personnages, des PNJ ou des éléments de décor, eh bien, est-ce que c'est un inhibiteur de l'imaginaire ou au contraire un catalyseur? Et ça, j'ai eu de grandes discussions avec des rôlistes parce que moi, personnellement, je pense que on peut très bien se passer de faire de grandes descriptions en mettant, si par exemple vous avez une image, un dessin d'une chaumière, d'un château en ruine, eh bien vous la présentez à vos joueurs et ensuite vous allez pouvoir mettre le focus sur d'autres éléments. Par exemple, on parlait des éléments climatiques, les parfums aussi, un élément qui peut être pas mal sur la texture, ce genre de choses. Je trouve que c'est bien de pouvoir apporter des éléments qui sont pas forcément visuels, mais qui viendront renforcer l'aspect visuel. Par exemple, j'ai un petit exemple là, qui m'a marqué. Une fois, j'ai un copain qui est psy, et puis je vais le voir à son cabinet. Au moment de partir, je vois qu'il vaporise des choses sur le canapé de son bureau et tout. J'étais étonné. Il me dit, mais tu sais, c'est extrêmement important l'identité olfactive d'un lieu pour que mes patients, quand ils reviennent, ils fassent tout de suite l'association d'idées entre ce lieu de sérénité, sanctuaire, où ils vont pouvoir aborder des sujets très intimes, et donc le parfum qui est associé, même s'ils le font pas consciemment. Et ça, je trouvais ça intéressant. Je m'étais même, d'ailleurs, pendant une partie, moi, de Cthulhu, j'avais fait brûler de l'encens à un moment donné où il y avait des démons qui apparaissaient. Je m'étais dit que c'était marrant de pouvoir comme ça marquer également le sens olfactif. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, donc sur les tables virtuelles, pareil, on pourra l'aborder, ça rejoint la question que j'ai posée précédemment, mais j'ai vu notamment les parties québécoises qui utilisent beaucoup la webcam. Ça, c'est marrant de voir que d'un point de vue culturel, nous en France, la webcam sur les parties virtuelles, alors je ne vais pas faire le focus spécialement là-dessus, mais c'est intéressant. Eh bien, eux, peut-être à cause de l'éloignement géographique, c'est extrêmement important. Et aussi, ils vont utiliser beaucoup de maps très riches, voire des maps animées. Et maintenant, de plus en plus, j'ai vu des parties avec des modélisations 3D de la partie. Donc là, on a presque une fusion entre le jeu vidéo et bien sûr le maître de jeu qui va apporter l'interactivité puis l'imaginaire improvisé bien plus vaste que ne pourrait l'avoir fait un concepteur de jeux vidéo, en faisant comme ça une fusion des deux médias. Je trouvais ça super intéressant.
Tu parlais de narration partagée, Marc. À nouveau, par exemple, dans les règles Tales from the Loop, alors c'est pas que je vais faire focus sur lui, mais ils abordent, et de plus en plus de jeux le mettent, c'est que finalement, plutôt que ce soit le maître de jeu qui décrive, et parfois de façon un peu lassante, eh bien, donner la parole, de façon bien sûr bénévole, et puis on peut en discuter ensemble. Mais par exemple, je vous dis, bah voilà, vous arrivez dans l'école abandonnée, et puis je me tourne vers Jean-Paul, à quoi ressemble l'école abandonnée? Alors ça se trouve, tu vas me dire, je sais pas, c'était préfabriqué avec de la mousse sur les parois, puis d'autres, au contraire, ben non, l'école, elle était dans une vieille bâtisse en pierre, ainsi de suite. Et donc, suivant le joueur, on n'aura pas le même univers. Après, libre au maître de jeu d'apporter bien sûr son intrigue et des éléments importants dans cet univers qui lui a été proposé par les joueurs eux-mêmes. Donc voilà, et puis j'aimais également beaucoup, Marc, ce que tu avais évoqué, parce qu'en tant que passionné de l'appel de Cthulhu, eh bien, le but, c'est pas de montrer, par exemple, des visuels sur des choses qui sont indicibles et par définition, comment dire, qu'on ne peut pas représenter, mais encore une fois, donner des amorces, et après, ça laisse la pensée, peut-être, voilà, l'imagination des joueurs autour de la table se projeter. Donc je crois pas, moi, que ce soit opposé. Peut-être un petit complément juste de 30 secondes qui peut être apporté. Je crois que c'était Hitchcock qui disait que la véritable horreur se passait hors cadre. Ou en tout cas quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est une chose qui est intéressante justement de s'imaginer que une partie des choses qui sont réellement importantes parfois se passe aussi dans ce qui n'est pas dit ou dans ce qui n'est pas compté. Et tout ce que chacun des joueurs peuvent projeter. Effectivement, quand je parlais d'espace de narration partagée, c'est à distinguer de la narration partagée en tant que telle, dans le sens où qui lead la discussion, etc. L'espace de la narration partagée, on se rend compte que on essaye de poser un cadre commun pour que chacun puisse interagir à peu près dans le même univers, mais c'est vrai que ce que tu as dit, c'est que chacun a sa propre représentation des mêmes mots qui ont été prononcés par chacun des joueurs et des joueuses autour de la table. Et ça, c'est une des vraies difficultés parfois que l'on peut avoir et qui peut faire qu'on peut être amené justement à reculer de quelques actions ou de quelques scènes pour éviter de créer énormément de frustration parce que justement on n'avait pas réussi et c'est normal qu'on ait des échecs parfois dans la narration parce qu'on n'est pas dans la tête des autres non plus et c'est difficile de se projeter. Il faut parfois aussi l'assumer, je trouve, autour d'une table. Oui, si j'ai bien compris, tu parles plus de force évocatoire des stéréotypes que de narration partagée à proprement Non, parler. quand je parle d'espace de narration partagée, je veux dire que on partage tous des éléments parce qu'on a tous les mêmes éléments de discussion quand on projette un décor. Par exemple, une montagne, on peut s'imaginer une certaine taille, rocailleuse, pas rocailleuse, des arbres ou ainsi de suite, mais dans le feu de l'action, les joueurs vont s'imaginer, justement, peut-être qu'il y a un arbre juste à ma droite et que je vais pouvoir y monter pour me mettre à l'abri. Et en fait, non, par exemple. Mais ça fait appel à chaque fois à l'équilibre entre ce que les joueurs ont le droit d'apporter ou pas au moment de la discussion et ce qu'ils ont projeté de ce qui a été dit pour pouvoir essayer de l'utiliser. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident en tant que tel. La force des stéréotypes, j'en parlais plus quand je parlais des références partagées. Du fait qu'on soit capable justement de s'imaginer quelque chose parce qu'on a déjà une part d'imaginaire commun qu'on est amené à mobiliser en même temps. Ce dernier de la table. Retour à l'envoyeur. Ce qui est dommage pour lui, c'est qu'on a déjà abordé plein de choses. Donc Vous avez déjà tout dit, donc je vais donc me coucher. On va s'arrêter. Donc moi je m'appelle Thomas Munier, je suis auteur de jeux de rôle, principalement dans l'univers de Milvaux, mais aussi dans des choses un peu plus oniriques. Voilà, j'ai aussi un blog qui parle de jeux de rôle et de créativité, qui s'appelle Outsider Art. .blog. Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce fameux sujet? Déjà, je vais mettre un chrono, parce que sinon, on y est encore demain. Hop. Tac. Non, pas de souci. Il y a... comment je vais commencer par rebondir sur ces problématiques-là de narration partagée qui ont un peu été évoquées. Ça, c'est quelque chose c'est des problématiques qui sont assez fortes, notamment dans tout ce qui est jeu de rôle grandeur nature sans orga. Donc nous, on fait pas mal de ça avec le GN Les Centres. On le fait donc on fait du GN en présentiel et du GN en virtuel sans orga. Il n'y a pas de PNJ, et grosso modo, ce qui compte, c'est chacun joue un PJ, et il n'y a pas un orga pour trancher les situations. Il faut que les personnes se mettent d'accord entre elles. Et en fait, on se retrouve contraint à poser des limites
concrètement, sur sur la gestion des lieux, en fait, sur ce qu'on peut, sur ce qu'on peut dire et faire au sujet d'un lieu, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Alors, je vais vous prendre l'exemple du virtuel. Quand on fait, généralement, quand je fais du GN virtuel, en fait, on a des salons vocaux et il y a un salon vocal par lieu. Donc, vous avez la crypte, la forêt, le calvaire. Et en fait, l'idée, c'est que ces lieux, ce sont juste des lieux d'ambiance. Donc, il peut y avoir une petite description. Éventuellement, on peut mettre une ambiance sonore pour chaque vocal aussi. On peut éventuellement mettre des effets sur le décor. Par exemple, quand vous allez sur le cimetière, dans le cimetière, vous êtes saisi de frissons. Mais il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire quand on joue dans ces décors, c'est qu'on ne peut pas altérer les décors. En tout cas, pas d'une façon qui nécessiterait ensuite d'aller expliquer à tout le monde, par exemple, qu'on a mis le feu à la cabane. Donc, par exemple, si tu allumes un feu, c'est juste un petit bivouac, et concrètement, quand ton personnage s'en va, il éteint le feu, et c'est quelque chose qui est, voilà, qui n'a pas d'impact sur les personnes qui sont absentes, quoi. On a eu une fois un petit dérapage comme ça en GN, où j'avais en fait omis de préciser cette règle en GN sans orga, et à un moment je reçois un coup de fil de joueuses qui sont à l'autre bout de la zone de jeu et qui me disent «Nous avons mis le feu à la forêt». Alors comprendre, on a mis le feu pour de faux à la forêt, et qui me demande du coup de coordonner, d'expliquer aux 40 joueuses qui étaient présentes que la forêt était censée être en train de brûler et qu'il fallait réagir à ça. Et ça s'est avéré extrêmement compliqué, quoi. Ce qui fait que je sais dorénavant, sur les prochains GN, que je vais vraiment renforcer cette idée de en GN, si vous pouvez altérer un lieu, mais il faut le faire de façon réelle, quoi. Donc si vous allumez un feu de camp, bah, vous allumez un vrai feu de camp. Et si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas simuler pour de vrai, mettre le feu à la forêt, il est évident qu'on ne va pas le faire pour de vrai, et ben vos personnages ne peuvent pas le faire. Point. C'est en fait beaucoup plus simple et ça permet de préserver en fait une visualisation partagée par toutes les participantes, alors même qu'on ne se coordonne pas en fait les unes les autres. Euh, Ça pose en fait la question de la, la matérialité, la présence de l'environnement de jeu. Ça, c'est important en jeu de rôle, notamment quand on a des questionnements immersionnistes. Et du coup, quand vous jouez avec des immersionnistes, c'est généralement bien vu d'avoir bien préparé votre décor, votre donjon à l'avance, votre lieu, quoi. C'est notamment un mode de jeu qu'on va retrouver aux États-Unis qui s'appelle le Blorby. C'est une autrice qui s'appelle Sandra Snan qui a un peu théorisé ça. En fait, elle prépare ses donjons, mais vraiment, c'est pas forcément des gros donjons, mais tout est décrit, quoi. C'est-à-dire que toute interaction possible avec le décor a déjà été réfléchie avant. Et ce qui fait qu'après, en tant qu'arbitre, elle se contente d'appliquer un peu, voilà, d'appliquer son décor, quoi. Et ça va jusqu'à, à la fin de la partie, en fait, montrer la map et dire, regarde, quand tu as trouvé un passage secret, vraiment, il y avait vraiment un passage secret, et vraiment, c'est que le mécanisme pour le déclencher, c'est bien ce qui était noté. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, par exemple, pour arranger le groupe, pour vous faire arriver plus vite au boss final et qu'on puisse finir avant le dernier métro, quoi. Et donc l'idée c'est de surpréparer le décor, quitte à du coup à se faire contraindre par lui. Ça veut dire que par exemple, si le dernier métro arrive mais que la progression dans l'environnement a été freinée par... eh ben c'est pas grave, on finit pas le donjon ce soir, quoi. À l'inverse, préoccupation complètement à l'opposé, d'autres tables vont être à la recherche de décors malléables. Bon, ça, vous en avez largement parlé avec la narration partagée, avec également l'improvisation. C'est-à-dire que même sans narration partagée, si on a un arbitre qui veut pouvoir s'adapter aux idées des joueuses et puis tout simplement à ses délires du moment, eh bien, ces décors, il va... donc si une joueuse demande s'il y a une boulangerie dans le quartier, eh ben, s'il estime que ça arrange la narration qu'il y a une boulangerie, il peut dire oui, pas de souci, il y a une boulangerie, même si elle n'existait pas une seconde avant, quoi. Problématique assez proche, enfin j'en ai déjà un peu parlé du coup, c'est est-ce qu'on a donc un décor qui est immuable, donc ça typiquement c'est les fameux décors de GN qu'on ne peut pas altérer, à moins que ce soit vraiment très coordonné à l'avance, que ça a été prévu et tout, quoi.
ou est-ce que au contraire on peut l'actionner? Donc en GN, si vous voulez avoir des décors très actionnables en GN, vous allez être sur des GN de type escape game, quoi, hein, concrètement, quoi. Enfin, avec les soirées enquête, vous allez devoir fouiller la salle pour trouver les indices, quoi. Euh, et puis, en jeu de rôle, l'idée, c'est de permettre aux joueuses, que ce soit par la préparation ou par l'impro, eh ben, de leur permettre de toucher à tout dans le décor et de faire des choses avec, quitte à improviser pour s'adapter à leurs idées, quoi. Des fois un peu farfelues, quoi. Toujours dans les tensions enfin, qui sont un peu proches, hein, on a la question de est-ce qu'on a un décor qui est prévu pour du jeu tactique? Auquel cas, bah, des choses comme le fait de pouvoir l'actionner, c'est important, mais surtout, c'est pour des raisons tactiques. C'est-à-dire que si on est dans une pièce et qu'on peut toucher le décor, c'est surtout pour éventuellement débloquer une énigme, ou pour trouver des mécanismes pour un passage secret, ou pour trouver du matériel qui permettra d'avancer dans l'aventure, dans un combat. Tandis que, évidemment, si on est sur un décor à vocation esthétique, les priorités peuvent être extrêmement différentes, quoi, hein. Donc là, on va insister. Et c'est voilà, c'est même on a pas mal parlé des cinq sens. Il y a dans un jeu tactique, la description de l'environnement sur les cinq sens, c'est uniquement pour donner des informations. Genre, il y a une odeur d'amande amère, il faut comprendre, attention, il y a peut-être de l'arsenic, quelque chose comme ça. Tandis que dans un jeu esthétique, la description des odeurs va être là plutôt pour poser une ambiance, installer des émotions. Enfin, vous l'avez largement déjà dit. Euh, je voulais parler de la narration environnementale, mais je ne vais pas le faire puisque Alban l'a déjà brillamment fait. Euh, il y a un exemple en narration environnementale que j'aime bien, qui est un petit peu le décor textuel. Par exemple, dans le jeu vidéo Dishonored, vous avez beaucoup d'affiches qui sont des affiches en fait de propagande et on comprend que grosso modo il y a des mouvements de protestation et en fait déjà mettre des affiches, des panneaux, des choses qu'on peut lire, ça peut déjà amener, bon là c'est très premier degré pour le coup de narration environnementale quoi, mais c'est une méthode en fait facile pour faire comprendre quelque chose se trame. Alors, je n'ai pas fini, mais Alban veut intervenir, je vais quand même le laisser préciser son point. C'est Ouais. juste effectivement, c'est sur la narration environnementale. Donc là, ce dont tu es en train de parler, le fait qu'il y ait des affiches, c'est ce qu'on appelle le low level. Donc c'est les informations qui sont directement transmises par le biais d'éléments que le joueur peut lire directement. Donc d'éléments qui lui imposent l'interprétation. Les deux autres niveaux pour ça, donc il y a un niveau médium, imaginez ça comme une pyramide. Donc le low level, c'est vraiment ce qui est au sommet, c'est les informations évidentes, comme des emails, des lettres, des affiches que le personnage, enfin, que le joueur va pouvoir lire et donc dont il va pouvoir s'imprégner. Le niveau intermédiaire, c'est celui du level design. Donc à quel endroit il va y avoir bah, tel ou tel bâtiment, une auberge, un dispensaire, une caserne, et l'agencement de ces 10 éléments, parce que par exemple, quand il y a un fort à un endroit, généralement, ça va être pour se protéger d'une menace, par exemple. Et dans ce cas, comment est-ce qu'il va être construit? Ce qui pourra impliquer que la menace va venir d'un endroit ou d'un autre. Et le dernier niveau, c'est le world building, donc comment sont conçues les factions qui vont habiter dans cet univers. Et effectivement, Dishonored est un excellent exemple de narration environnementale, au même titre que Bioshock ou au même titre que Bioshock. Je m'arrête là. Et pour conclure ma participation, je voulais attirer votre attention sur une scène émergente du jeu de rôle qui est particulièrement, je trouve, pertinente dans ce débat. C'est le bac à sable du quotidien. Où en fait, c'est une forme de jeu de rôle à campagne, je précise, c'est important, qui est vraiment axé sur l'exploration. Donc, on va définir de façon assez maniaque, un petit peu comme dans le Blurby que je vous ai présenté tout à l'heure, on va définir de façon assez maniaque un lieu de façon vraiment précise. Donc, ça peut être un campus universitaire, ça peut être un village, ça peut être un château. Euh, il faut essayer voilà, de restreindre la taille du lieu pour pouvoir en échange, être assez exhaustif dans le lieu. Et vraiment, le jeu est pensé pour l'exploration. L'idée, c'est que les personnages se baladent en fait dans le décor
et découvrent ce qui les intéresse, en fait, l'expérience de jeu est vraiment guidée par les initiatives exploratoires, en fait, des joueuses, quoi. Et donc, il y a notamment toute une réflexion à avoir sur ouvert-fermé, c'est-à-dire euh, l'idée, c'est qu'il faut qu'un maximum de lieux soient facilement accessibles pour répondre aux envies d'exploration. Après, on peut aussi jouer avec un petit peu de rétention-fascination, c'est-à-dire avec des lieux qui soient difficilement accessibles. Par exemple, dans un bac à sable du quotidien, j'ai fait un lieu inspiré du château de Kafka. C'est un château dans lequel, en fait, on ne peut jamais aller, plus on s'en rapproche, plus on s'en éloigne. Bon, sans aller jusqu'à cet extrême, c'est intéressant d'avoir des lieux qui se dérobent, qui soient difficiles à accéder, soit parce qu'il y a des sécurités, soit parce qu'il faut s'attirer la confiance de certaines personnes, soit parce qu'il faut tout simplement en entendre parler, des lieux cachés, des lieux secrets, des lieux hermétiques, parce qu'en fait, ça va que plus attirer la curiosité et leur découverte n'en aura que plus d'intérêt et plus d'impact. Eh bien déjà, je voulais vous remercier pour ce premier tour de table fort sportif. Est-ce que ça vous va de prendre une petite pause de 10 minutes et puis de se remettre en selle pour le deuxième round? C'est bien? Super. Ok, donc on a pris une petite pause, on a pris une petite tisane, et donc on est reparti sur le deuxième round. Donc je vous explique rapidement. Donc pendant le premier round, j'ai noté en fait de façon à peu près synthétique ce que vous avez dit. Là, je vais vous récapituler en fait ce qui est noté sur le tableau. Et puis après, chacun votre tour, vous allez avoir un nouveau tour de parole. L'idée, c'est que vous avez, entre guillemets, parole ouverte pour réagir sur des choses qui ont été dites par les autres, ou parce que vous avez oublié, ou parce que tout ça vous fait penser à un nouveau point, enfin, rapporter des nouvelles choses. Mais par contre, cette fois-ci, c'est plus ouvert, c'est davantage ouvert aux réactions, au dialogue, aux interruptions. Donc, de temps en temps, vous allez pouvoir vous faire interrompre par une personne qui veut rebondir, parce que enfin, voilà, ça va rebondir dans tous les sens. Mais on garde quand même cette idée de 10 minutes de temps de parole pour un échange, et en faisant tourner, quoi, ces 10 minutes à chaque fois. Ok, alors on remercie les perchistes qui font un travail formidable. Donc, rapidement, qu'est-ce que nous a dit Alban sur le sujet? Il nous a dit que d'une part, il y avait des décors qui étaient de simples arrière-plans, et sans doute ce qui était plus intéressant, c'est peut-être les environnements, c'est-à-dire on voit tout quelque chose de plus vivant, de moins carte postale. Il nous a parlé de la narration environnementale. Pour le résumer rapidement, la narration environnementale, c'est un environnement qui est actif. Il nous a cité l'exemple, en fait, un petit peu du père de la narration environnementale, qui est le parc d'attractions de Disneyland, quoi. Il y a pas mal de préceptes, notamment une idée par attraction. Et ce concept de narration environnementale, on va notamment le retrouver dans le jeu vidéo. Quant à Mélisande, elle nous a d'abord commencé par nous parler de GN, où en fait le décor physique dans un GN, il est vraiment très important pour l'immersion. Et notamment, ça permet de se libérer en fait de l'espace mental, puisque imaginer en fait le décor, ben ça c'est, on n'a pas besoin d'espace mental pour le faire, quoi, vu qu'il est déjà figuré en réel, quoi. Après, elle a un petit peu parlé des descriptions, et il y avait toujours cette idée il y a la bonne et la mauvaise description. Des fois, certains détails sont inutiles. Par exemple, s'épancher sur la météo, ça n'a pas toujours d'intérêt, quoi. Jean-Paul est revenu sur cette idée de GN, et il y a un peu cette idée que euh, quand on rentre dans une pièce de GN, ou dans une escape game, enfin voilà, on change vraiment de dimension. Euh, du coup, il nous a aussi rappelé que le décor, une table décorée, un lieu de jeu décoré, bah, il était tout aussi important en jeu de rôle pour apporter cette immersion. Il nous a aussi rappelé l'intérêt de la mise en image, de la mise en musique et aussi de la description qui voyait plutôt littéraire en fait, hein, les mots étant importants pour évoquer des images. Euh, on a parlé rapidement du jeu de rôle Tedeum et un peu c'est parce qu'on souvent on parle de l'environnement comme un personnage, on a aussi l'histoire comme un personnage et il nous a rappelé l'importance en fait eh bien de fournir des ambiances documentées, notamment à partir de connaissances en géographie ou en géologie. Et on peut aussi parler de décors qui peuvent déteindre sur leur psyché des personnages, quoi, parce que les décors eux-mêmes vont dégager une émotion, et d'une certaine façon, ça va influencer les personnages et les figurants.
Quant à Marc, il nous a d'abord rappelé qu'il n'y avait pas de loi universelle et qu'il fallait surtout, dans sa gestion du décor, s'adapter aux besoins du moment. Notamment, il fallait se poser la question si on voulait passer beaucoup de temps sur les descriptions ou si on voulait plutôt laisser du temps pour l'action, donc avec des décors moins décrits, mais plutôt du coup, plutôt se concentrer sur l'action ou sur le partage de la narration. Il y a toujours aussi une question importante qui est celle des références communes, puisque du coup ça va influer la perception que la table a de l'univers de jeu, quoi, si elle connaît l'univers ou pas. Et du coup, quelle information il faut apporter quand elle ne connaît pas l'univers. Euh, il nous a expliqué qu'un décor, il peut être décrit au fur et à mesure, et notamment quand la table pose des questions au sujet du décor, ben, c'est un décor qui va se développer vraiment du fait du regard des joueuses, quoi. Euh, ce qui est important dans un décor aussi, c'est que ça va vraiment poser un cadre d'action avec un seul mot, tel que vous êtes dans une montagne ou vous êtes dans une taverne. Tout le monde a une idée très précise, en fait, des contraintes et des libertés qui s'offrent à nous, quoi. Il a un petit peu différencié les ambiances pointillistes avec juste quelques détails très zen, comme dans Prosopopée, d'ambiances saturées, telles que dans les courses-poursuites. Il nous a rappelé que des fois c'était intéressant de manquer de précision. On pense notamment aux villes décrites comme non euclidiennes dans les parties de Lovecraftiennes. En fait, la ville est très peu décrite avec des adjectifs un peu cryptiques, de fait que c'est vraiment le théâtre mental des joueuses qui fonctionne pour habiller ce décor étrange, quoi. On peut jouer avec les perceptions biaisées, par exemple si les personnages sont sous l'effet de substances hallucinogènes. Euh, J'ai une idée comme ça, je note pour plus tard. Euh, et enfin, bah, il nous a rappelé qu'un décor, c'est aussi quelque chose qui va varier en fonction du climat, du jour ou de la nuit, et aussi de est-ce que les personnages sont pressés, du coup, portent peu d'attention à ce qui les entoure, ou est-ce qu'au contraire, ils ont tout leur temps. Quant à Wilfried, on avait déjà parlé des images, mais Wilfried a vraiment remis cet aspect-là sur le devant du tableau. Par exemple, en parlant de Tales from the Loop, qui est au départ un univers entièrement inspiré de graphisme. Et en fait, dans la création du jeu de rôle dérivé, ça a fortement influencé. Et de même que, bah, il y a toujours la question, effectivement, en jeu, d'utiliser des visuels. Il y en a qui pensent que c'est inhibiteur de l'imagination, d'autres que c'est catalyseur. Mais on peut aussi parler de parfum, de texture, et quand je dis en parler, ça peut être effectivement dans la fiction, mais aussi en utiliser dans la réalité. On peut décrire un parfum comme identité olfactive d'un lieu, tout comme on peut utiliser un vrai parfum justement pour marquer cette identité olfactive du lieu. Il nous a aussi un peu parlé des tables virtuelles, où en fait on a un véritable bah, finalement décor virtuel qui s'anime, que ce soit avec les webcams, les maps animées, la modélisation 3D de la partie. Ah, j'ai encore une idée, c'est fou. Euh, et bien sûr, on avait évoqué la narration partagée, mais sans détailler ce que ça pouvait être au sujet du décor. Donc Wilfried nous a donné des pistes. Par exemple, une question très basique, c'est vous arrivez dans un endroit X, à quoi ressemble ce lieu, quoi. Donc on peut donner ainsi la main aux joueuses de cette façon, hein. C'est un bon début. Mais il nous a aussi parlé qu'il fallait pas tout décrire. Et ce qui était important, c'était ce qui se passait hors cadre, notamment dans les jeux d'horreur. Et alors c'est Marc qui avait fait ce point, mais bon bref. Et on a parlé, alors après je sais plus de qui le fout la poule, mais on a parlé de la force évocatoire des stéréotypes. Ça rejoint un peu l'idée des références communes. Quant à moi, j'ai essayé de différencier plusieurs écoles du décor, quoi. Il y a des écoles où on va vraiment essayer de matérialiser le décor au préalable avec des décors très préparés, très pré-écrits, ce qui facilite l'immersion. Inversement, on peut aussi au contraire avoir des décors très flous, très malléables, ce qui est très pratique, que ce soit en improvisation ou en narration partagée. Autre école qui s'oppose, c'est l'école du décor actionnable, qu'on peut manipuler, avec lequel on peut interagir, on peut le transformer, on peut le détruire. Et inversement, dans certaines conditions, on préfère avoir un décor immuable. C'est le cas notamment des jeux sans orga, quoi. Où on préfère que les décors soient immutables parce que c'est trop compliqué de se coordonner au sujet de leur évolution. Euh, on a aussi des décors qui sont plutôt à vocation tactique. En fait, ce sont des décors quasiment
conçus comme des escape games. Et on a des décors qui sont plutôt à vocation esthétique, qui sont là pour retranscrire une ambiance, voire une narration. Et j'ai ensuite un tout petit peu insisté sur une école de jeu qui s'appelle le bac à sable du quotidien, qui est vraiment concentrée sur la préparation très exhaustive d'un lieu et où en fait l'aventure est vraiment guidée par les envies exploratoires des joueuses, quoi. Et donc, j'ai fini mon petit topo. Donc voilà, l'idée c'est de vous remettre un peu les choses en tête. Vous aurez peut-être envie de réagir à un des points qui a été évoqué. Mais pareil, vous avez peut-être tout simplement de nouvelles idées à nous confier. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer du coup de faire des liens entre tout ce qui a été dit dans la session précédente, parce que quitte à ouvrir, autant en profiter, hein. Et donc, je pense qu'on se rejoindra tous sur l'idée que la description en jeu de rôle, contrairement au décor en GN, est coûteuse. Coûteuse essentiellement en temps, en fait, puisque, comme l'avait fait remarquer, c'était Marc tout à l'heure, bah, la répartition du temps de parole n'est pas toujours telle qu'on le voudrait, et effectivement, tout le temps qui est passé en description, c'est du temps monopolisé par le MJ. Pas forcément perdu, hein, mais au moins monopolisé par le MJ. Et je vais rebondir également du coup sur l'idée de visuel ou pas visuel qu'avait soumis Wilfried. Donc, est-ce que c'est un inhibiteur ou un catalyseur? Euh, À ce titre, Thomas avait parlé justement des différences entre la visée de la description. Est-ce que la visée, elle est esthétique ou est-ce qu'elle est tactique? Quand elle est tactique, on peut partir du principe que la description va représenter exclusivement un fusil de Tchekhov, en fait. Et du coup, la question c'est, est-ce que c'est encore du décor? Quand tous les éléments quand tous les éléments d'une description peuvent être autant de leviers par lesquels interagissent les joueurs, est-ce qu'on est encore dans du décor, donc dans quelque chose de secondaire, ou est-ce que on entre dans autre chose? Il y a Marc qui veut prendre la parole. En fait, c'est plutôt pour une question. Je crois que tu parlais de fusil de Tchekhov, c'est bien ça? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour qu'on comprenne tous et toutes? S'il te plaît. Bien sûr, donc le fusil de Chekhov, en cinéma, c'est une doctrine qui signale que tout élément porté à la caméra doit être utilisé plus tard dans le film. L'exemple canonique étant celui d'un fusil posé contre un mur et plus tard repris, utilisé pour nourrir l'intrigue. Donc, ce rapport au décor, du coup, ça me semble être... Donc, est-ce que la description va être inhibitrice? Je pense qu'on en a parlé justement quand elle commence à devenir étouffante, quand elle nuit au temps de parole. C'est assez, ça va devenir assez délétère effectivement pour la partie. Catalyseur, eh bien, à partir du moment où elle fournit des options narratives ou ludiques, elle ne peut être que catalyseur. Et de là, on arrive à ma deuxième question, c'est-à-dire où s'arrêtent les décors? On a parlé de la différence des sens, des différents sens qui peuvent être sollicités, et du coup du fait que mettre une image, ça peut permettre d'éviter à décrire l'aspect visuel d'un environnement de manière à pouvoir se concentrer sur d'autres choses, comme les sons, les odeurs. Je trouvais que c'était une excellente remarque d'ailleurs. Et on avait également parlé du fait que la musique, les personnages, peuvent eux-mêmes faire partie du décor. Dans la musique, on parlait d'ambiance. Pour les personnages, je crois que c'est Jean-Paul qui l'avait fait remarquer, comme quoi... Non, c'était Marc qui réagissait à ce que disait Jean-Paul. Et du coup, peut-être que on pourrait commencer par délimiter, ou pas, cette notion de décor, voir où elle s'arrête, pour voir où elle nous mène. Alors, je vais prendre la balle au rebond d'Alban. En fait, j'ai eu une idée. Oui, effectivement, dans le décor, je pensais à... Parce qu'on aborde un peu les thématiques du jeu vidéo. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, le jeu vidéo, le jeu de rôle, le GN, tout ça se parle un peu quand même. Je pensais à un jeu qui s'appelle Fortnite, où effectivement, les gens qui jouent achètent des skins. C'est-à-dire, ils peuvent gagner des skins ou dépenser de l'argent de papa et maman pour acheter un look.
Et effectivement, est-ce que le look d'un personnage, ça peut être compris comme un décor, sachant qu'aujourd'hui, les populations plus jeunes, l'apparence personnelle est très 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 importante, que ce soit, même si on a, quels que soient les milieux culturels dont on est issu. Et cette notion de j'achète un skin, j'achète un look avec toutes les composantes, pareil les stéréotypes, j'ai plutôt une épée ou un fusil ou un fusil à plasma dans mon comme arme, je suis plutôt habillé comme ça, je fais telle danse. Ça participe aussi de l'ambiance du jeu et donc quelque part du décor. Alors on est sur un décor plutôt effectivement physique, descriptif, auto-personnel, relié au personnage, mais ça envoie beaucoup de signaux, voilà, de représentation, et notamment donc chez les populations jeunes où s'identifier, s'incarner, c'est très important. C'était une petite aparté, voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir? Oui, c'est une petite réaction assez rapide, donc je la glisse sur ce que tu as évoqué, Alban. Donc effectivement, la notion de décor est sur cette capacité, lorsqu'on on propose des visuels aux joueurs, de voir on pourrait imaginer que ça limite un petit peu finalement le cercle d'imagination et que ça donne des bornes. De mon ressenti, je pense que ça, comme tu l'as parfaitement cité, ça va donner des éléments déjà présents qu'on va pas devoir rappeler. Puis en une photo, on dit énormément de choses, bien plus que des mots. Et en revanche, on va pouvoir ouvrir le champ des perceptions, quelles qu'elles soient. Je repense par exemple à une partie de Cthulhu, on était sur un bateau perdu dans la tempête et le maître de jeu nous avait proposé, partie virtuelle, un très beau dessin où il y avait voilà, un bateau des années 20 au large du Nil. Et ce qui était super, je trouve, c'est que là, l'habillage sonore était très riche. On avait la mer déchaînée, il y avait une petite musique assez inquiétante et on essaye d'entrer en contact avec d'autres bateaux et le maître de jeu avait utilisé un logiciel pour filtrer sa voix et donner aspect vieille radio. Et ben moi je trouve que voilà, plutôt que d'avoir passé énormément de temps à nous décrire le bateau dans la tempête, les nuages gris à l'horizon, ainsi de suite, rien que la voix radiophonique, enfin pardon, plutôt d'une vieille radio, eh bien ça, de ma perception, ça projetait cet univers de façon très riche. D'ailleurs j'en profite pour glisser un petit truc, c'est que j'ai une amie joueuse qui est à fantasy, je connaissais pas le terme, et donc c'est que quand on lui donne un mot, de ce que j'ai compris, pour rectifier, eh bien, elle ne représente pas l'image mentale associée. Et donc, elle, du coup, le fait d'avoir des visuels, elle nous expliquait autour d'une table, même réels, eh bien, ça vient enrichir sa perception de l'univers. Et j'enchaînerai juste sur, notamment sur les PNJ. Dans ce cas, je te passe la parole, Thomas. Juste ajouter toute petite chose sur la fantaisie, une petite ressource qui va enrichir ton propos. Il y a un article sur le blog rôliste Café Nonobstant, un article signé Asgard Dodin. Alors je me rappelle plus le nom de l'article, mais il y a Afantasie dans le titre. Où grosso, il explique, il explique son parcours en tant que rôliste afantasiaque. Fantaisique. Enfin voilà, et donc du coup c'est intéressant parce on peut retrouver comme ça son retour sous forme d'article, quoi. Ouais, merci pour la référence parce que je trouve ça super intéressant. On parlait des synesthésies pendant la pause et je trouve que c'est lié aussi, quoi, effectivement, sur comment représenter les choses. Je terminais juste sur l'idée que autour d'une table, une partie réelle, eh bien, personnellement, moi surtout qui aime les jeux d'enquête Lovecraftien, eh bien, quand on me présente un PNJ, si j'ai pas de visuel, après je vais avoir beaucoup de mal, mais c'est personnel peut-être, à me représenter tous les personnages qui peuvent venir peupler l'univers dans lequel on interagit. Alors que si on a simplement une photo et on va délicatement la poser sur la table au moment où on évoque un PNJ, bien voilà, on n'aura plus besoin de le décrire, il existera avec sa physionomie qui peut d'ailleurs porter un peu son caractère. Et personnellement, ça m'apporte énormément pour me concentrer sur l'histoire, l'enquête, l'aspect beaucoup plus sensoriel des choses. Merci. Je vais peut-être en profiter pour saisir la balle au bon. Sur les images, en fait, je suis toujours un petit peu piégé. Je trouve qu'elles ont un intérêt énorme. L'un des intérêts des images, c'est qu'elles réduisent le coût d'entrée pour partager des éléments ensemble. Je pense notamment, par exemple, à une partie de Pavillon Noir où plutôt que d'expliquer ce qu'était Dave Accélérate et de le montrer, etc., enfin, de l'expliquer, d'essayer de le décrire, etc., montrer simplement une vidéo d'une mer extrêmement agitée, d'un océan agité, se rendre compte que l'évêque peut faire 2 ou 3 fois là, un bateau et à quel point il est amené à essayer de frayer avec, ça fait effectivement gagner énormément de temps et ça rajoute de l'émotion, de l'attention pour l'ensemble.
l'une des difficultés avec les images, je trouve, c'est quand elles ne correspondent pas exactement à ce que l'on souhaite, et ou quand elles vont apporter des éléments d'information supplémentaires par rapport à ce que l'on veut. Et c'est très courant quand on n'est pas sur des choses qui sont très communes. Et ça peut parfois, du coup, poser un certain nombre de difficultés. Pour l'illustrer juste très brièvement, avant de relaisser la parole à Thomas, je suis en train de développer un jeu qu'on est en train de tester avec des amis sur un monde antique, par exemple, et ils ont systématiquement envie de le renvoyer à Rome. Alors que l'inspiration, parfois, c'est un petit peu plus la Mésopotamie, etc. Le rapport aux dieux, c'est pas forcément le même. On veut rajouter des choses. Et malgré tout, je suis quand même aussi obligé de me raccrocher à des stéréotypes ou à des images qui sont déjà vécues, parce que sinon, je serais obligé de passer des heures à décrire à long, en large et en travers quel est le contexte précis du jeu. Et tout le monde décrocherait avant même qu'on ait l'occasion de jouer. Donc il y a toujours cet élément sur l'apport d'éléments communs qui est extrêmement intéressant, mais aussi les difficultés à apporter du nouveau qui soit suffisamment, enfin, à partir du moment où le nouveau est trop différent de ce à quoi on est habitué les uns et les autres, ou les unes et les autres. Je voulais juste, comme tu parles des images, je voulais apporter de l'eau à ton moulin. Il y a un jeu qui a une utilisation intéressante des images, c'est le jeu de rôle Laborinthus. Et donc dans le jeu de rôle, dans ce jeu de rôle-là, il y a un scénario. Et c'est un scénario assez linéaire, on va aller de lieu en lieu. Et en fait, il est fourni avec ce qu'ils appellent des photogrammes. Donc ce sont des grandes cartes postales avec une photo en noir et blanc, avec des fois des annotations, des choses comme ça, des symboles ou du texte derrière. Et en fait, au début, quand les personnages arrivent sur le lieu, la première chose que doit faire l'arbitre, c'est donc leur montrer le photogramme, leur montrer la photo du lieu et leur demander ce qu'ils pensent du lieu. En fait, voilà, les joueuses doivent donner leur impression sur le lieu, sur est-ce qu'il y a des dangers qui sommeillent, quelle est un peu l'émotion que ça leur inspire, ainsi de suite, quoi. Donc c'était une utilisation assez immersive et intéressante de l'image, quoi. Peut-être pour compléter, justement, je profite, et ça va bien rebondir avec ce que tu dis. Ce que je trouve intéressant, justement, c'est de pouvoir ouvrir un peu le champ des possibles et discuter, parce que je suis pas sûr qu'il y ait une loi qui soit vraie systématiquement pour tout. Ça me fait penser aussi à des jeux comme Oltré, où la création du lieu, avec les rumeurs qui peuvent être vraies, fausses, ou partiellement vraies et partiellement fausses, contribue justement à l'expérience de jeu entre les personnes, et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Du coup, j'ai profité de la pause pour essayer de penser de référencer quelques jeux qui jouent avec justement ces différences avec le décor. Alors j'en ai pensé à quelques-uns. Typiquement, on peut avoir des jeux comme le Krennic d'Ephéal où il y a un intérêt à la création d'un espace commun partagé, des mimétiques pour lutter par exemple contre le néant. Et où des intérêts, un peu comme on pourrait l'avoir, mais pas tout à fait, dans des jeux de gestion de fief par exemple, où on a intérêt d'apporter de nouveaux éléments, à faire varier le décor au fil du temps et ça fait partie de la narration. Donc Chronique d'Ephéal, ça contribue aussi à la narration, à la tension entre les personnages, la capacité à résister face au néant ou au contraire à ne pas pouvoir lui résister. Et ça apporte énormément d'éléments de tension. On a aussi des jeux où il y a des superpositions entre des décors différents, typiquement Shadowrun avec l'espace astral ou d'autres univers de cette nature-là, ou les jeux White Wolf, où on retrouve un effet, le jeu des émotions, un contexte, l'atmosphère d'un lieu qui nourrit par ailleurs le monde des esprits. Et il y a des expériences de jeu extrêmement fertiles qui peuvent s'en nourrir. Je pense aussi à d'autres jeux comme Prosopopée, où là le décor du coup qui sert de base à la création, à la narration, simplement le décor autour des joueurs et des joueuses, ou des joueuses et des joueurs, à partir d'un élément visuel pour commencer à créer quelque chose et au fur et à mesure créer les uns avec les autres. Donc il y a plein de manières d'appréhender le décor différentes que je trouve extrêmement intéressantes justement pour enrichir l'expérience de jeu. Et l'une d'entre elles, entre autres, c'est aussi l'évolution du décor au fil du temps. Pour avoir l'occasion par exemple, de maîtriser des jeux où on est amené à jouer des pirates ou ainsi de suite, bah, un bateau, dans un combat naval, c'est un décor qui est amené à évoluer perpétuellement. Le décor change, il inflige des dégâts aux joueurs qui ne se sont pas suffisamment préparés, qui vont se prendre les éclats de bois, par exemple, pour leur personnage, de joueur et joueuse, du fait du bateau, le fait de perdre un mât, le fait de se retrouver avec un contexte et un décor changeant
peut changer justement complètement les règles du jeu et le fonctionnement et contribue complètement aux interactions. À ce titre-là, je pense qu'on peut réellement dire aussi que le décor est quelque part un personnage. Un des derniers éléments sur lequel que je voulais compléter, et c'est vraiment très très court, c'est que je pense que globalement, y compris dans la narration et dans le partage, tout dépend aussi de ce qui se passe à la table. Donc il y a une importance de prêter attention à ce qui se passe autour de la table, les échanges entre les joueurs, le fait que les gens arrivent à suivre ou pas. Je t'en prie, Alban. Et bien du coup, je vais chercher à rebondir sur cette modification de l'environnement, qui fait partie des éléments qui sont très importants dans l'environmental storytelling. Je l'ai en anglais, je l'ai pas en français, c'est terrible. Merci, la narration environnementale. Donc le fait que les décors puissent évoluer en fonction des actions des joueurs, ça fait partie de ce qui les rend vivants. Donc en fait, de ce qui... Mais quand on parle de narration environnementale, on se rend bien compte que du coup, on cherche toujours à s'éloigner de cette notion de pur décor. Donc comme lieu de l'action, mais presque comme lieu secondaire de l'action. Et l'exemple canonique de ça, c'est dans Dishonored. Plus, dans le 2 en particulier, plus on commet de massacres, plus on tue de gens, plus l'épidémie de mouches de sang se répand. Et du coup, quand on va devoir progresser, on va devoir éviter des nids avec ces bestioles qui sont insupportables. On va devoir souvent filouter et faire d'autant plus attention. C'est très important pour l'immersion, puisque ça permet de la nourrir. C'est très utile pour que les joueurs s'investissent dans le décor et en fassent plus qu'un décor. Mais justement, est-ce que c'est toujours du décor? À partir du moment, enfin, on est toujours dans. Est-ce que le décor en fait doit être inamovible, comme l'avait souligné Thomas tout à l'heure, et est-ce qu'on est encore dans du décor lorsqu'il devient actionnable? Donc lorsqu'il y a des actions contextuelles qui commencent à être possibles avec. Ouais, je vais réagir dessus parce qu'en vous écoutant parler là depuis 2-3 rounds, je me rends compte qu'il y a la partie du décor qui est effectivement inamovible, le décor qu'on a mis, on se concentre sur l'action, et puis il y a le décor qui fait partie en fait du conte, de l'histoire qu'on va raconter ensemble, parce qu'il y a des jeux de rôle qui sont très narratifs, où d'ailleurs le décor est pris dedans. Le décor, la vie dans un village, etc. C'est un décor qui peut être dynamique ou qui peut être co-construit, comme on expliquait dans Oltré, mais qui va être lié intrinsèquement à l'histoire des personnages. Par exemple, pour moi, le fait de... Ça y est, j'ai fait 10 minutes. C'est en fait ce qui est important pour moi quand je vais construire ma partie, c'est de me dire sur quoi je vais vouloir axer en fait mon histoire avec les personnes, quel est le temps que j'ai, etc. Donc selon le temps que je vais avoir, si c'est un one-shot, si c'est une campagne et autres, mon décor va différer des besoins que je vais avoir pour que les gens puissent vivre l'histoire intrinsèquement, etc. On parlait des visuels à une Priten, par exemple, dans un kit d'initiation, si les personnes n'ont pas le background pop culture pour connaître une époque, parce qu'ils ont du mal à se projeter dans une époque. Ils sont pas nés en 1910, donc ils ne connaissent pas 1910. Ils n'ont pas vécu le Moyen-Âge, mais on a une pop culture très moyenâgeuse, fantasy, donc du coup, c'est peut-être plus facile de s'y projeter. Se projeter sur le fait qu'un elfe peut être gentil ou méchant, on peut avec Tolkien, mais est-ce qu'on sait vraiment comment c'est la vie en communauté pour les elfes? On se base que sur des choses qu'on connaît, donc se projeter dans un autre arc narratif qui diffère un petit peu de ce qu'on connaît est extrêmement compliqué. Je vais souvent mettre par exemple des visuels quand je fais jouer en ligne avec des tokens pour une certaine interactivité. Mes plans, je pourrais prendre des plans qui sont blancs avec juste des pièces, mais j'ai tendance à m'amuser à faire des plans avec un logiciel d'architecture pour mettre un petit canapé, une petite table, etc. J'ai pas besoin de tout défaire, mais juste le fait d'avoir en légèrement grisé les éléments et qu'après ça donne une certaine interprétation déjà, ou du moins ils savent qu'ils peuvent déjà dire moi je vais là, et ils n'ont pas besoin de dire il y a quoi dans la pièce. Je ne détaille jamais tout parce que j'estime que quand on a un chat, on fait 20 cm et puis on voit pas tout dans la pièce, de facto. Donc si on me pose la question, je réponds, mais ça fait partie du contrat et je l'explique généralement assez souvent en début de partie. Donc, à partir de là, je pense que le visuel, c'est un peu comme dans les livres. Si on a envie d'imaginer soi-même, ma mère disait toujours, je n'aime pas les livres où il y a des images parce que ça m'empêche de travailler mon imagination.
Mais dans le cas d'une partie de jeu de rôle, est-ce qu'on est vraiment dans le cas de projeter sa propre imagination ou est-ce qu'on essaie de créer plutôt une imagination communautaire où on a chacun, on peut avoir des différences effectivement qui peuvent poser problème, mais on essaie surtout d'avoir des personnages qui sont similaires. Dans un film, le personnage, selon l'angle de vue, il peut être moche si on a bu ou si on n'a pas bu, par exemple. On n'en sait rien. Ou si on a été projeté près d'un parfum hallucinogène. Voilà, donc toute cette partie-là, c'est quelle est la place en fait de l'imagination du groupe et à quel point elle va être importante pour projeter les éléments du décor. Je me permets d'enchaîner, ça peut être assez rapide, mais parce que je trouvais que c'était pertinent. Je reviens par rapport à ce que tu viens de dire, Mélisandre, pardon, sur ce que Thomas avait dit sur le décor qui peut être soit tactique, soit esthétique. Je trouve ça super intéressant de bien articuler ça parce que finalement, ça va nous permettre d'arbitrer la façon de le présenter. Et je pense notamment, vous savez, c'était très américain, mais ça commence à arriver en France, des parties réelles où on va avoir une télé sur la table et on va pouvoir utiliser cette télé avec des éléments dynamiques. Donc là, on voit encore une fois le mixage, le côté hybride avec le jeu virtuel et le jeu vidéo. Et même Maxime Chatham vient de s'y mettre. Je ne sais pas si vous avez vu, il a posté sur Twitter sa table qui est extraordinaire avec ce plan. Je pense à ça parce que moi, j'aime beaucoup l'appel de Cthulhu. Et par exemple, je me rappelle avoir fait une partie où on n'imagine pas que les visuels vont être déterminants, mais c'était dans un asile et il y avait une scène d'action. Le maître de jeu nous décrit les différents lieux, les personnages en présence, et personne n'a compris. Et c'était assez frustrant parce qu'il s'est passé des choses qui on était dépossédés finalement, on était démunis parce qu'on n'avait pas compris le lieu. Et donc en cela, je trouve que même si c'est, comme tu viens de le dire, Mélisande, très sommaire, eh bien d'avoir une idée de la représentation, alors, sans parler de figurines ou de tokens, mais au moins d'avoir une petite idée de l'architecture. Alors cela dit, je vais balancer ça avec Rêve de Dragon. J'ai fait une campagne avec un maître de jeu qui fait un travail extraordinaire en termes de graphisme. Il y passe des fois des semaines, c'est assez impressionnant, c'est magnifique, c'est un véritable artiste. Et je me rappelle qu'il y a eu une map à un moment donné où il y avait un joueur qui dit j'ouvre ce coffre-là, alors qu'il avait disséminé des coffres simplement d'un point de vue esthétique dans le château que nous explorions. Et donc finalement là, l'imagination va être canalisée et même si le décor pouvait être tactique, parce que ça représente éventuellement des passages secrets ou des choses qui peuvent être utiles, eh bien des fois c'est peut-être un peu restrictif. Et Marc, tu l'évoquais, finalement de s'attacher à un détail, alors que ce qui compte quand même avant tout, c'est notre aventure. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire. Je rajoute juste un petit truc. Ah. Je vais juste répondre très rapidement à la différence entre les Américains et les Français, parce qu'il y a quelques mois, quelques années, j'ai eu la chance de m'occuper de l'organisation des tours européens de Satine Phoenix, qui a été donc community manager de Wizard of the Coast, et qui était complètement déchirée de savoir que nous, les Français, nous n'utilisions absolument pas les figurines et tout ça. Et il se trouve qu'en fait, dans Donjons et Dragons, ils ont très vite mis en place un système d'imagination projetée avec des figurines, des décors, ils achètent. C'est devenu une vraie machine à sous d'une certaine manière. Alors que nous, ce que je dis en France, nous sommes un peu la communauté indé de l'imagination. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas cette habitude de forcément acheter des figurines. Parce que je pense que quand les premiers bouquins sont arrivés, ils étaient en anglais et il n'y avait pas forcément cet import de figurines, la possibilité d'en créer aussi facilement. Et de facto, on a, nous en France, comme on a cette culture littéraire, théâtrale et autres, eh ben on s'est très vite dit, on a d'autres moyens de faire. Et c'est pour ça que moi, il y a une différence. Mais la question de la caméra sur ce qui est en ligne est plus due au fait que nous, les Français, on a beaucoup de mal pour certains, hein, pas pour tous, à vouloir être montrés à la caméra, parce que parfois on ne sourit pas et autres, et qu'on préfère se concentrer sur le jeu sans être gêné par le fait d'être vu. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé en faisant des actual plays ces derniers temps. Donc, de facto, la plupart des personnes, quand on a une campagne à 15 personnes, comme West Marches, on prend le parti de ne pas mettre les caméras pour tout le monde si ça en gêne que quelques-uns, afin d'avoir une sorte d'harmonie entre tout le monde. Et je passe la parole. Oui, Mélissande, c'était juste pour réagir effectivement sur la problématique de la matérialité. Maxime Chatham, il a un très beau board électronique, enfin un bel écran, tout ça. Mais effectivement, ça peut être vraiment limitatif parce que il faut du matériel, il faut de l'électronique, enfin du high-tech. Sinon, c'est les figurines. Moi, j'ai des copains, ils sont
ils font de l'initiation pour les enfants et effectivement, ils ont du matériel avec des figurines, c'est vraiment magnifique, que ce soit dans des sessions avec des bateaux ou dans du dungeon crawl. Et les ados, ils adorent. C'est-à-dire qu'ils vraiment ils se mettent autour d'une table. Bon, déjà, bon, il y a une richesse qui est amenée dans le décor, même si c'est pas les moyens à l'américaine où tu as des tables de ping-pong avec que des décors. Mais c'est quand même une table en société. Et les ados arrivent là-dedans parce que justement, il n'y a pas cet imaginaire commun. Et il y a quand même du beau design, même des diaporamas des fois. Et je trouve que pour comment dire, introduire, pour vraiment amener des populations nouvelles, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment un super travail. Donc les moyens, tout le monde n'en a pas. Et effectivement, ça a un côté très américain où on achète beaucoup de produits, on fait du merchandising. Game Workshop le faisait beaucoup aussi avec tout son matos. Et nous, effectivement, Français, on est un peu plus intello peut-être et on utilise les moyens du bord. Et je pense qu'en termes de créativité, ça apporte beaucoup de choses. Et en termes de communauté aussi, d'interaction de communauté. Voilà. Donc je vais passer la balle. Alors juste dernier truc, je vais sortir le sujet. Je pensais sur la puissance d'évocation des images. Alors effectivement, on peut sortir des cartes aussi des images, mais on peut sortir des cartes. On a ça dans Dixit, on a ça dans Everway, qui est un vieux jeu. Et je pense même au tarot. C'est-à-dire qu'en sortant des cartes avec une image, même sur le tarot, là je viens de sortir une exposition sur Botticelli, on a des arrière-plans graphiques de décors, de paysages, et ça fait rêver, ça amène beaucoup de créativité. Voilà, c'était la petite aparté. Il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir. La première, c'est du coup le rapport. Enfin, donc, on parlait des outils, d'utiliser des figurines ou un écran pour le supplanter. Et justement, en dépit du fait que je connaisse pas énormément de groupes, en tout cas en asso parisienne, qui jouent avec des figurines, je dois dire que je connais de plus en plus de monde qui, en virtuel, utilise des outils des outils de modélisation. Il y a plusieurs outils, il y a plusieurs jeux qui sont sortis très récemment. C'est plus des environnements d'édition ou des environnements de développement très simplifiés qui permettent de créer des environnements pour vos aventures. Et je sais que du côté de la Ligue ludique, par exemple, il y en a plusieurs qui ont fait le pas d'aller voir. Je sais aussi que du côté de la Foundry, euh, puisqu'on en a parlé de plus en plus, enfin on en a parlé plusieurs fois pendant la cyberconve, il y a beaucoup d'outils qui permettent de créer des cartes immersives, interactives, et c'est quelque chose du coup qui évolue très très vite. Donc en termes physiques, je vous rejoindrai plutôt sur, en tout cas de mon expérience de la pratique, il y a très peu de physique justement. Très peu de figurines, très peu de décors. En termes virtuels, je trouve que, au contraire, on y va beaucoup et très vite. Euh, voilà, je vais laisser tourner pour la suite. C'est qui le suivant? Merci. Je vais peut-être prendre au rebond l'histoire des figurines, parce que j'ai aussi eu l'occasion de jouer avec des figurines, et il y a des choses que je trouve assez intéressantes avec. Bon, elle facilite en général tout ce qui est la gestion tactique des situations, et c'est un de leurs véritables intérêts. Après, en termes de partage de narration, en tout cas d'espace de narration commun, d'espace commun dans lequel les personnages évoluent, je trouve qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est on peut tous et toutes accepter d'avoir des échecs ou des approximations. Je compte pas le nombre de fois où j'ai joué la figurine d'un personnage humain pour représenter des orques ou des gobelins parce qu'il n'y avait pas les figurines à côté, et c'est pas grave en fait, on arrive tous et toutes à s'y faire parce que même si on a une part de matérialité, on est aussi capable de projeter autre chose autour, et ça il faut pas, je pense que justement au contraire il faut pas s'en priver. À partir du moment où on a la capacité justement de pouvoir décrire et expliquer ce qui est, assumer des approximations parce que ça facilite aussi la narration, les échanges et les interactions, c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressante. Et je ne sais même pas si la distinction États-Unis-France est aussi complète que ça, parce que ça dépend aussi beaucoup des univers et des tables de jeu. Je pense que les wargamers ont toujours envie de ressortir leurs figurines de wargame, pour certains d'entre eux, quand ils en ont l'occasion et quand ça s'y prête. Parce qu'il est vrai que, je sais pas moi, sortir des figurines médiévales fantastiques pour jouer dans un univers futuriste et dans l'espace, ça va pas forcément être ce qui est le plus approprié non plus. Donc à chaque fois, tout dépend de ce qui est à disposition, des habitudes de chacun, et ainsi de suite. Je me permets juste de revenir sur la question du décorum, parce que elle a été évoquée plusieurs fois.
Moi, je trouve que même quand le décor est juste un papier peint, le papier peint, ça compte énormément. Euh, on l'a décrit pour le GN, le fait d'être posé dans une ambiance particulière, ça joue énormément. Pour celles et ceux qui ont joué à Vampire ou à d'autres univers, quand on rentre dans une Elysium, la tête de l'Elysium, elle compte quand même énormément justement dans l'effet waouh ou pas que peut avoir, ou l'effet creepy ou pas que peut avoir le lieu. Et je trouve que même du papier peint, en fait, ça compte. Même sans qu'on ait forcément à le décrire en long, large ou à travers, ça fournit des éléments de jeu. Et je pense que par ailleurs, ce choix entre décorum et ou, je sais plus quel était le terme, environnement, pardon. J'avais parlé C'était d'environnement, enfin décor versus environnement. Oui, mais je pense qu'elle peut varier au fil du temps, tout simplement, et au fil des envies aussi des personnes autour de la table, en fait. De la capacité qu'on a et de l'envie qu'on a à s'en saisir ou pas à un moment donné. Mais tu veux peut-être rebondir? Mais il y a peut-être une solution à ça, c'est que là on est en train de partir vers la représentation concrète de notre imaginaire commun, mais peut-être qu'à l'inverse, on pourrait penser à une réflexion qui serait plus métaphorique. Par exemple, dans la partie que je suis en train de préparer pour demain, donc c'est actualité brûlante, j'utilise pas pour décrire les personnages des joueurs, et même pour décrire des PNJ, je vais pas leur mettre des images. En tout cas, je vais leur mettre des illustrations, mais pas des images de personnages. Ce que je vais leur mettre, c'est des cartes de tarot. Et je vais leur mettre des cartes de tarot, justement, c'est pour ça que je rebondis dessus. Je vais leur mettre des cartes de tarot, donc j'ai choisi le tarot pour avoir un effet un peu creepy, parce que c'est des squelettes, voilà, c'est des cartes de tarot avec des squelettes dessus, plutôt que les personnages classiques. En même temps, on joue dans du noir. Donc, Tu as des figures symboliques quand même. exactement. Et du coup, comme on utilise le symbole, en fait, j'inverse la problématique. C'est-à-dire que plutôt que de montrer quelque chose de concret auquel tous les joueurs puissent s'accorder, je montre quelque chose de relativement abstrait qui porte plusieurs sens différents, mais donc, où les projections des joueurs vont pouvoir s'entrecroiser sans forcément s'entrechoquer. Et je pense que ça peut être tout aussi productif et tout aussi efficace pour produire un décor qui soit pas trop coûteux justement en temps de mise en place. Du coup, pour revenir à l'abstraction et quitter un petit peu le décor physique. Ok, bon bah du coup je vais faire un tunnel, hein, je vous préviens, mais bon, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais essayer de rentabiliser mon temps. Euh, bon, tout ça c'est en rebond avec ce qui a été dit, hein. Euh, on parlait de décor versus environnement. Il y a un article qu'on peut citer, c'est un article de Tiramisu qui s'appelle, je crois, Le syndrome de la carte postale, où en fait l'article grosso modo déplore que dans le jeu de rôle, on va dire mainstream, finalement les univers de jeu ne soient que des cartes postales, c'est-à-dire que grosso modo on fait essentiellement des scènes d'aventure-action dans des décors qui sont interchangeables, quoi. On va combattre les méchants dans l'espace, on va combattre les méchants dans le désert, et que en fait voilà, le décor est juste là pour faire joli, mais que derrière il y aurait peu de variations d'un jeu à l'autre, et les univers auraient peu d'impact en fait sur les situations. Alors on lui gardera j'irai pas forcément jusqu'à dire qu'il a raison sur tout, que tous les jeux de rôle traditionnels feraient ça, hein. Ce qui est intéressant dans la réflexion, c'est que ça va s'opposer à des concepts tels que le système monde. Le système monde, c'est un concept qui est posé par Sébastien Delfino dont on va retrouver dans l'article dans Radio Rollist. C'est un des articles de la série Jeter les dés ne me suffit plus, où en fait il présente l'univers, donc du coup c'est un super méga décor, quoi, un super environnement, l'univers de jeu comme étant un système monde, c'est-à-dire comme étant finalement lui-même un ensemble de mécaniques qui a une influence très prégnante eh bien, sur les situations de jeu, quoi. Ça c'est un concept que j'ai essayé de développer de mon côté, j'ai fait 2 articles en fait sur les systèmes mondes pour un petit peu déployer cette idée et puis donner des pistes. Je voulais revenir sur Disneyland, parce que moi, ça m'a rappelé, en fait, effectivement, Disneyland, ils ont une narration environnementale qui est très particulière, quoi, dans leur parc, mais c'est aussi un parcours
C'est aussi un parcours en fait pour amener en fait les gens où on veut qu'ils aillent et pour orienter leur regard. Et il est notamment énormément conçu pour motiver l'achat dans les boutiques et tout. Euh, et en fait, il y a une conférence que j'aime bien qui parle comment de l'hétérotopie de Disneyland. Alors, je vais devoir expliquer c'est quoi l'hétérotopie. L'hétérotopie, en fait, on pourrait appeler ça aussi, moi j'aime bien le terme de tiers-lieu. C'est un endroit, en fait, où les règles sociales sont différentes de l'habitude et où on peut, voilà, où on peut s'exprimer différemment. Michel Foucault, il prend l'exemple du lit des parents qui, le temps d'un jeu, devient un bateau pour les enfants. Les enfants vont pouvoir bondir sur le lit, courir sur le lit, alors que d'habitude, ils n'ont pas le droit de le faire, quoi. Et en fait, l'espace d'un instant, voilà, le lit devient un lieu de chahut, un lieu de transgression. Et il y a un article assez intéressant de Lille Clérance qui s'appelle Utopie et Alibi, où Lille explique que justement les jeux de rôle grandeur nature, par exemple, bah, ce sont des tiers-lieux qui ont exactement cette vocation de bouleverser les règles sociales, les règles de comportement, de rendre des comportements possibles où d'habitude ne sont pas acceptables. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Disneyland, dans la table ronde, dans la conférence qui était donnée, alors c'est sur YouTube, mais là je ne trouverai pas la référence comme ça. Euh, il expliquait en fait que d'après ses observations, le public de Disneyland en fait arrivait à enfreindre les règles. C'est-à-dire que le public avait une expérience en fait magique de Disneyland qui n'était pas en fait l'expérience consommatoire qui était designée quoi. Et il parle, alors je suis désolé, c'est un télo, hein. Il parle d'un terme que j'aime beaucoup, il parle d'agentivité du regard. C'est-à-dire que oui, les designers, ils vont designer un espace en lui donnant une vocation particulière, en essayant de contraindre les mouvements et les attitudes. Mais en fait, par notre regard, par le ressenti, par l'interprétation qu'on va avoir de l'environnement, on a une agentivité, c'est-à-dire on reste agent de notre expérience, quoi. Et finalement, il y a une sorte de cambriolage de l'expérience par le public de Disneyland qui arrive à retenir en fait une expérience vraiment magique, alors qu'en fait, c'est pas forcément designé pour ça. Je vais poursuivre sur les notions de tiers-lieu et de voyage dans l'espace. En fait, un lieu, il est intéressant justement pour la distribution des personnes. Avec Alban, on avait fait une expérience de GN virtuel, on avait joué au centre, et en fait, on a utilisé Gaver.com, qui est une plateforme, ça ressemble à des RPG japonais, mais en fait, donc t'as un petit avatar qui se déplace, mais il n'y a pas de jeu, en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est te rapprocher des autres avatars, aller dans des zones, dans des pièces, et en fait, quand tu es suffisamment près d'un bonhomme, eh bien, vos deux micros s'activent et vous pouvez vous parler. Et du coup, on a une spatialisation des échanges. Et c'est vraiment très intéressant, en fait, d'arriver au milieu d'une conversation, de surprendre des complots en cours. Et puis, on sait que du moment qu'on va s'éloigner, qu'on va discuter avec un autre groupe, eh ben, il se passe des choses dans notre dos, l'intrigue. J'appelle ça le multilocal. Il y a une sorte de vertige, notamment dans les GN, que j'aime beaucoup, qui est de savoir que pendant qu'on fait quelque chose, à côté de nous, ou voire même hors de notre vue, il y a d'autres intrigues en cours sur lesquelles on n'a pas de contrôle, sur lesquelles on ne sait rien, on n'aura que des échos. Et pour poursuivre sur ce concept de tiers-lieu, notamment dans le GN et surtout dans les GN sans orga, c'est quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup, on va essayer d'offrir un décor comme coffre à jouer. C'est un décor en fait qui est proposant mais pas imposant et avec un sens qui reste à donner et à construire par les joueuses, quoi. Par exemple, je prépare un GN qui s'appelle Le Dernier Chemin de Compostelle. Donc en fait, les joueuses qui incarnent des pèlerins vont se promener le long d'un parcours. Il y a des étapes où elles rencontrent des PNJ, elles vont interagir avec les PNJ. Il y a des étapes où il y a juste des lieux, et je vais passer la parole à qui la demande juste après, hein. Où il y a juste des lieux il n'y a pas de PNJ dedans, et il y a pas comment, de consignes. On va juste préparer des lieux, voilà, décorés d'une certaine façon. Ce sera aux joueuses ben, de faire leur interprétation de qu'est-ce que signifie ce décor. Elles vont aussi l'utiliser pour faire le rituel, faire leurs objectifs et tout. Et vraiment
Du coup, on a une idée de GN comme parc d'attraction, ou un peu comme le Burning Man. Le Burning Man, c'est un rassemblement un peu sauvage, un peu hippie, quoi. Et en fait, c'est des gens qui trouvent un endroit dans le désert, et c'est juste, il y a l'endroit, et tout le monde vient avec ce qu'il veut. Et en fait, l'événement Burning Man, c'est uniquement ce que le public va en faire, quoi. Donc il y a des gens qui vont faire des spectacles, mais c'est totalement spontané. Il n'y a pas une organisation derrière, quoi. Et c'est un peu ce que je cherche à produire dans les GN sans orga, quoi. Toujours pour rebondir sur ce que dit notre ami Thomas, c'est intéressant parce que tu as utilisé des mots pour Disney World d'hétérotopie et de logique de parcours. On en revient à ces sujets. Alors là, Disney World, enfin, Disneyland Paris, c'est une logique de parcours consumériste. Et tu dis qu'effectivement les gens enfreignent les lieux et se les approprient d'une autre manière que prévu. Et c'est marrant, ça fait penser donc toujours à l'expérience digitale, dans le sens où quand tu utilises le terme de parcours, on a ça en UX et en UI où on essaye d'orienter les gens, les faciliter dans des usages d'applications. Et on n'a pas trop parlé, on n'a pas trop utilisé ce mot de parcours dans le décor, où on a des étapes, où on évolue, on se déplace dedans. Ça, c'était la première idée. Et après, effectivement, tu parlais donc de ce RPG japonais, apparemment, si j'ai bien compris, où tu allais, c'était plutôt un truc sonore, où tu allais de pièce en pièce, où tu entendais des échos. Alors, tu disais, tu arrives dans des pièces où il y a des complots qui se trament et tu arrives, tu es en cours dans la discussion. Ça fait penser à Clubhouse, cette fameuse application où les gens discutent. Là, il y a eu un cas, donc c'était en janvier l'année dernière sur la Chine, où ils parlaient donc en toute liberté jusqu'à ce que le gouvernement chinois s'aperçoive qu'il y avait des gens qui parlaient de sujets sensibles. Ils ont fermé cette app, mais ça a été un lieu de richesse. Donc, pour rebondir l'aspect créatif de salle, d'échange. Voilà. Je vais passer la parole. Tu veux reprendre? Peut-être juste pour compléter brièvement, il y a une chose que je trouve intéressante aussi avec la question du décor, en tout cas des lieux et des déplacements, c'est ce qu'on retrouve justement le fait d'avoir accès ou pas à des informations. C'est un classique autour de certaines tables, surtout dans les jeux à secret, mais c'est le fait que l'absence d'un personnage dans un lieu donné fait que le joueur sort pour ne pas avoir accès aux informations qu'ils ont fournies sur ce lieu-là. Et il y a ce jeu d'interaction qui peut avoir lieu justement pour éviter que les secrets soient ébruités et éviter le metagaming, très concrètement, éviter que les personnes tiennent compte d'informations auxquelles leur personnage n'est pas censé avoir accès, qui va jouer et qui parfois est extrêmement importante justement pour s'assurer que la surprise du personnage soit réelle par rapport à ce qui est fait et qui se trame. Et ça n'est possible en général qu'à partir du moment où on pense le lieu où sont les personnages et le lieu où sont les joueuses et les joueurs par ailleurs. Alors, oula. Ah, mon temps est écoulé. Est-ce que je peux avoir 2 minutes? Bien sûr. Ah, vous êtes trop gentil. Bon, je vais essayer de faire un petit peu de old school. C'est intéressant la façon dont le old school gère la progression dans les environnements et notamment dans les grands espaces. Le plus connu, c'est le fameux X-Crawl, c'est le fait de se déplacer dans des hexagones. Il y a un jeu old school qui s'appelle Coureur d'orage qui théorise ça bien. Alors, je pense que ça s'inspire d'autres idées avant lui, hein. Mais grosso modo, il dit pour faire une campagne intéressante, il suffit de 7 hexagones. Vous faites juste une carte avec 7 hexagones. Et sur chaque hexagone, vous faites seulement 3 points d'intérêt. Et c'est vrai que pour l'avoir un peu expérimenté, c'est très fertile. Donc, j'aime beaucoup cette école de la simplicité qui fonctionne bien. Alors, autre façon de gérer l'espace en old school, bien sûr, il y a les cases. Et il y a un jeu qui utilise les cases de façon très, très rigolote, c'est Vademecum de Romaric Briand, où en fait les scènes de combat, infiltration, sont jouées avec un plateau de jeu d'échecs qui va faire les cases, et avec des dominos pour faire les cloisons, et avec évidemment les pièces de jeu d'échecs pour matérialiser les personnages et les figurants, quoi. Euh, dans le old school, et notamment quand on veut mettre en place, entre guillemets, des donjons vivants, où il se passe des choses en dehors du champ de vision, on avait parlé du Orca tout à l'heure, euh, ben, la description est importante. J'ai fait un jeu old school qui s'appelle Umwald, où en fait, je théorise les 4 niveaux de description. C'est-à-dire que quand les personnages arrivent dans un lieu, il y a l'arbitre à 4 niveaux de description. Il va d'abord décrire ce qui est du pur décor, le côté esthétique en fait, l'ambiance.
Ensuite, il va insister sur des éléments tactiques du décor, c'est-à-dire des choses que les joueuses pourraient avoir envie d'actionner. Par exemple, si je commence à dire qu'il y a un mur fissuré, peut-être que les joueuses, en fait, c'est un indice pour que les joueuses pensent à explorer ces fissures, quoi. Ensuite, il y a un niveau plus furtif, c'est-à-dire que je vais faire je vais continuer mes descriptions, mais en rajoutant des tout petits détails, et vraiment en passant très vite dessus. Et en fait, si les joueurs sont attentifs à ces détails, ils vont dire: «Ah, attends, attends, t'as parlé de ça, attends, tu dis quoi? T'as dit qu'il y avait une odeur d'amande amère?» Oui, vas-y, Wilfried. Je fais une intervention éclair, c'est parce qu'immédiatement je repense à une partie qui m'avait extrêmement marqué, où ça se passait dans la forêt des pendus au Japon. Je connaissais pas personnellement, c'était un jeu improvisé où les joueurs, les maîtres de jeu arrivaient avec des idées. Et j'avais trouvé ça génial. À un moment donné, je trouve une corde dans la forêt et la gardienne me dit oui, tu prends la corde ensanglantée, tu l'examines, puis elle enchaîne. Et c'était assez furtif. Et du coup, là, moi j'étais assez choqué. Je dis quoi, la corde a du sang? Et en fait, elle me dit absolument pas. En fait, elle a fait exprès de faire un faux lapsus pour me donner une impression qui a fonctionné à merveille parce que je me dis après coup, je me dis est-ce qu'elle l'a vraiment dit ensanglanté? Et je trouvais ça fort parce que finalement, c'est dans la description, jouer aussi sur la perception du joueur, de la joueuse, pour donner une impression émotionnelle beaucoup plus forte. Faite à l'oral par le meneur, il peut te manipuler complètement. C'est marrant, c'est très intéressant parce qu'il dit: «Mais je comprends pas, tu l'as dit». «Oui, je l'ai dit, mais là, tu regardes, il y a pas de sang. Pourquoi tu as dit qu'il y avait du sang?» Enfin, c'est très, très intéressant, c'est très créatif. J'aurais jamais pensé à faire ça. Mentir. Ça marche bien dans l'horreur. Ça marche très très bien. Alors, je vais essayer de conclure mon point rapidement. Donc là, je parlais des descriptions et on avait parlé de l'inconvénient des descriptions fleuves. Et en fait, il y a certaines écoles de jeu où les descriptions fleuves sont recherchées. C'est le cas du bac à sable du quotidien, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure. Eugénie a fait un article, bon, je suis désolé, c'est l'autopromo. Elle a fait un article où elle reparle de son expérience sur la cour Corbel, qui est un bac à sable du quotidien que j'ai écrit. La cour Corbel, en fait, c'est la cour des hommes corbeaux, et c'est un endroit absolument dingue, magnifique, ou très aristocratique. Et en fait, le niveau de langage en termes de description se rapproche un petit peu de la littérature du 19e siècle. Donc c'est des descriptions extrêmement gourmandes qui prennent beaucoup de temps. Et en fait, Eugénie, d'habitude, est plutôt une joueuse qui aime avoir son agentivité, son temps de parole. Et finalement, c'est quand même une expérience qu'il a conquise dans ce cadre-là, dans le sens où elle redécouvrait une autre agentivité, qui était plutôt du coup une agentivité du regard, parce que certes, les descriptions étaient fleuves, mais en fait, on s'appesantissait, déjà c'est une expérience immersive à part, et on s'appesantissait aussi sur ce qui intéressait les joueurs, c'est-à-dire, grosso modo, tu sais que si tu dis: «Ah oui, tu m'as parlé de cette maison, je vais rentrer dedans», tu sais que tu t'attends, du coup, quand tu vas rentrer dans la maison, à une description très longue, complète et tout, et il y a un petit peu ce côté de: «Ah, mais quel paquet cadeau je vais ouvrir?» L'agentivité se situe plutôt à ce niveau. Très rapidement, oh là là, c'est pas possible. Très rapidement pour conclure sur les hallucinations, il y a un jeu qui joue beaucoup avec les hallucinations, c'est Psychosis, Ship of Fools, je crois, où les personnages, en fait, ont tous une perception différente du monde. Donc ils vivent une aventure, mais il y en a un qui voit les décors comme si c'était dans un polar noir, un qui voit les décors comme si c'était dans du Medfan, et ainsi de suite. Donc bon, c'est assez drôle. Je ne spoilerai pas pourquoi ils ont ces perceptions différentes. J'ai un jeu qui s'appelle Arbre, où il y a un truc qui s'appelle le Blast. En fait, tu peux dépenser un point de destin pour activer le Blast. En fait, quand tu actives le Blast, l'arbitre doit te dire à quoi le monde ressemble vraiment. Et ça veut dire qu'en dehors de cet instant très ponctuel où tu vas utiliser ton point de destin, eh bien, ça veut dire que l'ensemble des descriptions que font l'arbitre peuvent être soumises à caution. Il est possible que les personnages hallucinent, quoi. Et du coup, l'hallucination est la norme et c'est seulement la vérité qui est rare, quoi. C'est dans quel jeu? Arbre, donc c'est un jeu en développement que tu vas trouver sur Outsider. Est-ce que quelqu'un a à dire où est-ce qu'on peut laisser notre auditorium se reposer et digérer un peu tout ça? Eh bien, messieurs, dames, personnes non binaires, un grand merci pour votre écoute, un grand merci à nos participants et participantes pour avoir apporté leur salive et leur idée. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et j'espère que c'est le cas de tout le monde.
Salut, bonsoir. Merci. Merci. Merci.